Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au travers de laquelle je vais expliquer comment installer un WordPress avec les configurations minimales requises pour la sécurité. On va en profiter pour compléter la procédure que j'ai rédigée à côté, hop, qui est celle-ci. Donc, dans un premier temps, pour effectuer cette installation, qui est un peu plus poussée qu'une installation standard, on va commencer par installer Visual Studio Code, qui est déjà présent sur mon environnement. Donc, qui ressemble à ça, hein. Si vous avez Windows, vous le prenez pour Windows, sinon vous l'avez aussi pour Mac. Vous cliquez, vous l'installez et terminé. Cet outil va vous permettre de modifier certains éléments du code, notamment par exemple pour les connexions à votre base de données et pour les jetons de sécurité de WordPress. Tournez sur la procédure. Dans un premier temps, pour démarrer cette création, on va commencer par créer le dossier du projet. Donc dans cet exemple, le dossier va s'appeler Wordy, dans lequel j'ai déjà téléchargé les deux archives dont on va avoir besoin très bientôt, pour gagner du temps. Dans ce dossier, on va créer deux autres dossiers, donc le dossier Wordy que j'ai actuellement ici, juste là. Hop. Et dans ce dossier de projet, on va créer deux dossiers, donc conf et 3W. Donc le dossier conf va accueillir toute la configuration de votre site et le dossier 3W va accueillir votre WordPress. De cette manière, votre configuration, elle est dissociée du site et elle n'est pas accessible directement depuis votre nom de domaine. Et ce pour des raisons de sécurité. La quatrième étape, c'est de télécharger la dernière version disponible de WordPress, qui est déjà présente ici. Donc on va ouvrir l'archive téléchargée. Moi j'utilise 7zip pour pouvoir gérer mes archives. Vous pouvez très bien utiliser autre chose, ça pose aucun problème. On ouvre le dossier WordPress qui est présent à l'intérieur. On sélectionne tout, sauf licence, readme et wp-config sample. Pourquoi? Parce que toutes ces trois, déjà wp-config sample, on ne va pas en avoir besoin, tout simplement. Et ces deux-là, il faut éviter de les avoir sur votre version finale du site, le plus possible. Soit éviter de les avoir, soit mettre une règle qui empêche d'accéder à ces fichiers-là. Parce qu'ils présentent pour la plupart la version de votre WordPress, et donc c'est une faille de sécurité à proprement parler, qui est très mineure, mais c'en est une quand même. Donc je récupère tous les dossiers, et je les glisse dans le dossier 3W qui est ici. Nous pouvons maintenant passer à l'étape 7. L'étape 8, je ferme l'archive, je n'en ai plus besoin. Maintenant, je vais télécharger l'archive patch WordPress. Donc j'ai noté présent sur Google Drive puisque nous, on a tout centralisé sur un Google Drive. Mais je mettrai un lien vers ce patch directement sur la vidéo, comme ça, vous pourrez aussi y accéder. Donc ce patch, on va l'ouvrir également. Et là, on voit qu'on a un conf et un W aussi. Je vais les glisser par-dessus ici. Et si jamais il me demande d'écraser des fichiers, bien évidemment, je vais lui dire oui. Par défaut, il n'y en a pas à écraser. Donc, une fois que le patch est appliqué, on ferme l'archive. Son rôle à lui, c'est de préparer deux fichiers ici et un autre ici, qui vont se relier les uns aux autres. Maintenant, on va ouvrir l'application Visual Studio Code. Dans l'application Visual Studio Code, on va ouvrir le projet. Là, il est déjà ouvert par défaut. Donc, en fait, il faut aller dans File, Open Folder, récupérer Wordy et faire sélectionner un dossier. Voilà. Une fois que nous sommes dessus, on va aller déplier le dossier conf et aller dans le fichier wp-config qui est présent ici. Dans cet endroit, on va repérer les données qui sont liées à la connexion à votre base de données.
et les jetons de sécurité. Ces parties-là, on va les revoir très bientôt. Avant de renseigner quoi que ce soit ici, il faut aller créer la base de données du projet. Alors, pour créer la base de données du projet, ça va dépendre de votre hébergement. Soit vous êtes chez O2Switch, vous avez un cPanel, soit vous êtes chez Infomaniac, vous avez un Plesk, ou soit vous êtes chez OVH, auquel cas il faut se connecter directement sur le compte de l'hébergement. Ou vous êtes encore chez un autre hébergeur comme Hostinger, etc. Chacun propose son service à lui. Dans l'idéal, il faut pouvoir gérer finalement la partie PHP-MyAdmin, pouvoir avoir une section création de base de données qu'on va trouver dans cet environnement. Donc là, j'ai déjà ouvert un cPanel chez O2Switch pour montrer comment ça va se passer sur cette partie-là. Donc on va créer base de données, donc et dans PHP MyAdmin qui est ici. Alors pas tout de suite, mais ça, on va y revenir plus tard. Là, on va aller dans base de données MySQL. Ah. Ici, je peux saisir une nouvelle base de données. Donc dans notre exemple, on va prendre Wordy, créer la nouvelle base de données, qu'elle est bien rajoutée, le retour. Et alors attention, il est important de savoir que chaque base de données possède son propre utilisateur qui lui est associé. Et un utilisateur peut accéder à plusieurs bases de données, ça ne pose aucun problème tant que les privilèges sont bien accordés dessus. Donc maintenant on va descendre, on va créer le nouvel utilisateur, toujours de manière assez simple. Hop, moi ce que je vous recommande c'est de mettre des noms uniques et un peu différents selon votre hébergeur, surtout si vous êtes sur un mutualisé, pour mieux sécuriser la chose. Sur un serveur privé, vous n'avez pas. C'est moins important puisque on ne va pas se connecter sur un serveur qui est accessible depuis l'extérieur. Le serveur de base de données est toujours verrouillé en intérieur. Alors, ici, il faut renseigner une base de données, donc un mot de passe. Donc, on va regarder tout de suite. Hop, je vais créer un identifiant qui va être à côté. Là. Je récupère mon identifiant. Je vais copier-coller ici. On peut ici utiliser le générateur de mot de passe qui est présent là si jamais vous ne savez pas comment, si vous n'avez pas d'outil pour faire ça, autant passer par le générateur de mot de passe, ça va être plus simple. Ensuite, j'ajoute le nouvel utilisateur. Ah. Une fois que le nouvel utilisateur est créé, il faut l'associer avec la base de données. Donc, ça va se passer dans la troisième étape. Donc là, on a ajouté un nouvel utilisateur. Maintenant, on va ajouter un utilisateur à la base de données. Donc, je récupère Wordy, que je vais associer Wordy, et je vais l'ajouter. Là, ici, il va me demander les privilèges que je veux accorder. Donc, dans le cadre d'une création de projet, bien évidemment, je prends tous les privilèges. C'est le plus important. Si c'est un site sur lequel vous allez faire des insertions un peu partout, ça va être important de garder la main sur toutes ces parties-là. Dans le cas d'un WordPress, il faut absolument que tout ça soit actif. Parce que si vous installez un plugin, on va avoir des tables qui vont se créer. Ça peut arriver. Par contre, sur un accès, on va dire sur un framework, on va préférer désactiver certaines actions. Comme par exemple tout ce qui est création de table, on va le mettre sur un utilisateur complètement différent qui sera connu uniquement de l'administrateur ou du développeur. Tandis que le site, lui, va exploiter uniquement ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin. Donc en général, les select, les insert et les update. Le reste, pas forcément utilisé sur du développement spécifique. Par contre, sur du WordPress, comme ça peut toucher un peu à tout en fonction des plugins, il vaut mieux tout laisser actif. Donc je clique sur apporter les options. Donc là, on voit que
tous les privilèges sont bien accordés. On va aller vérifier que tout ça, ça existe bien. Je me rends dans l'espace technique et je vais accéder à phpMyAdmin, qui est juste ici. Ah, donc on voit toutes les tables. Et je vais pouvoir accéder à Wordy, qui est vide pour l'instant. Ce qui n'est pas bien grave actuellement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner dans base de données pour aller récupérer les informations de connexion. Parce que pour l'instant, on n'a pas tout. Chez eux, en localhost. Il me semble que c'est en localhost chez eux. Oui. Chez O2Switch, c'est en localhost, mais chez certains autres, ça ne sera pas en localhost. C'est important de le savoir pour la suite de la procédure. Donc une fois qu'on a tout ici, on va retourner sur Visual Studio Code. Et on va renseigner les informations de connexion. Donc tout à l'heure, on avait vu que le nom de la base de données, il finissait par Wordy, mais il avait un nom un peu particulier, vu qu'on est chez O2Switch. Il a un préfixe. Donc ça, c'est le nom de notre base de données. Hop, je récupère le nom de la base de données. Je vais sur Studio Code. Je lui renseigne le nom de la base de données ici. Donc dans cet exemple, c'est comme ça. Le nom d'utilisateur, c'est exactement le même. Je vais lui renseigner le mot de passe. Donc le mot de passe que vous aurez saisi à ce moment-là. Le mien, je vais le garder comme il est actuellement. Et dans le cas présent chez O2Switch, c'est localhost. Chez d'autres, ça peut être, chez OVH, ça peut être un alias qui est directement fourni dans la configuration OVH. Ça, en général, il vous le montre sur l'hébergement. Donc là, je retourne avec ma configuration par défaut parce que moi, je veux le déployer en local, donc sur mon poste de travail. Voilà, donc ça, c'est les configurations pour mon poste de travail, rien d'autre. On n'utilise jamais ce genre d'identifiant pour une version en ligne et on met toujours un mot de passe sur une version en ligne. En local, on essaie de gagner du temps sur les développements, donc on laisse toujours comme ça, quasiment tout le temps. Ensuite, on va générer les clés de sécurité. Alors WordPress fournit par défaut un lien qui permet de les générer et vous allez voir, c'est super simple. On le lien, on le colle ici et hop, on a de nouvelles clés. Et si je recharge la page, on a d'autres clés. Ce qu'on a à faire, c'est reprendre ça, on le copie, on retourne dans notre Visual Studio Code, on sélectionne les clés ici et on colle. Voilà. Aussi simple que ça. On aligne tout. Là, on peut sauvegarder. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le préfixe de la table. Pareil, sur du mutualisé, c'est souhaitable de personnaliser cette partie-là. Et bon, sur du privé, bon, vu que c'est accessible qu'en localhost, c'est pas forcément pertinent. Si vous êtes en phase de développement, vous pouvez rajouter ces lignes-là qui vont vous permettre de voir les messages d'erreur qui remontent au niveau des plugins ou au niveau de votre propre code personnalisé que vous allez rédiger au fil du temps. Sinon, vous les retirez, vous retirez cette partie-là et celui-ci, vous le mettez à false, comme ceci. Voilà, donc ça, plus une version de production. Et ceci, une version de développement. Alors, qu'est-ce que cette configuration minimale de sécurité apporte en plus? Eh bien, plutôt que d'utiliser le système traditionnel de WP Content avec le dossier Uploads, vous voyez, il n'y a pas de dossier Uploads ici, on l'a complètement retiré. Et bien à la place, on va avoir un fichier Files qui va être ici, donc qui est moins connu déjà que le WP-upload. Ça, c'est pour démarrer. Ensuite, si on va ici, et on peut le définir comme ça,
Là, ce sont vraiment les configurations personnalisées qui mènent vers la configuration standard qui est juste à côté, hein, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Sur la partie upload, on va aller chercher le dossier files, comme je vous l'avais expliqué juste avant. Cette partie-là, disallow file edit, en fait, ça va désactiver un éditeur de code qui est présent par défaut dans WordPress et qui peut présenter une très grande faille de sécurité puisque ça permet à n'importe qui pourrait posséder vos identifiants ou de n'importe quelle manière pourrait modifier le code de vos plugins et de vos thèmes. Et donc pouvoir faire de l'injection de code malveillant à travers ça. Le deuxième, je l'ai laissé à false parce qu'on en a besoin pour la partie développement. Sur une production, c'est considéré de le mettre à true. Pourquoi? Parce que ça va empêcher toute nouvelle installation et mise à jour de plugins, des plugins qui sont existants. Et c'est que si un jour votre production a besoin d'une mise à jour de plugins, c'est de faire appel aux techniciens qui remettent ça à false, qui fassent la mise à jour et qui le remettent de nouveau à true. De cette manière-là, aucun script malveillant ne peut installer de nouveaux plugins qui vont détruire votre site ou propager des virus sur vos clients. C'est une sécurité supplémentaire. Dans mon cas, je n'utilise pas les clones. Certains ont besoin des clones. C'est notamment le cas pour les WooCommerce qui font des statistiques. Donc, ça sera false sur du WooCommerce, ça sera true sur du site vitrine. De cette manière-là, on a une entrée supplémentaire qui se ferme pour les pirates. Par défaut, je mets aussi le Enable DLA off. Donc ça, c'est une directive qui va limiter davantage votre site et qui a pour effet d'empêcher le téléchargement direct d'un fichier PHP, ce qui poserait problème. En tout cas, là, dans notre cas, vu qu'on a isolé le wp-config, on ne peut pas le télécharger, même si on ne peut pas le télécharger de manière directe, puisqu'il est complètement en dehors de votre racine web. On va en revenir à la procédure. Voilà, donc une fois que tout est prêt, qu'on a tout mis sur le serveur FTP, on importe les dossiers, etc. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc moi, je ne vais pas faire l'import sur le FTP, puisque pour l'instant, mon projet n'est pas prêt à être mis en ligne, donc il va rester en local. Ou par contre, ce que vous pouvez faire, c'est créer votre dossier sur votre FTP. Donc pareil, sur le cPanel, on peut avoir accès à un web manager qui est un web manager ou un gestionnaire de fichiers, autrement dit, qui est ici, et qui agit comme un FTP, auquel cas on voit la structure du site. Donc là, dans cet exemple-là, on a public HTML qui est censé accueillir tous les sites. C'est là-dedans qu'on est censé avoir nos sites. On peut sortir de la norme, on n'est pas obligé de le faire. D'ailleurs, on voit qu'il y a un site qui sort de la norme ici. On peut très bien créer d'autres dossiers, ça pose aucun problème non plus. Et l'idée ici, donc ça va être par exemple, nous on a mis ça dans WebSafe par exemple, mais ça peut être encore autre chose, hein. Là si je le fais pour Wordy, on va créer un dossier pour Wordy ici. Voilà. Et c'est dans ce dossier-là que je viendrai importer mon nouveau site. Donc pour le préparer et pour vous montrer comment ça se passe, je vais préparer des dossiers vides comme ceci. Hein. Et je vais rajouter un petit fichier d'accueil. Hop. Donc là, on a notre fichier, on a un index HTML, donc il va nous afficher une page blanche avec marqué Hello. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus sur cette partie-là.
Donc ça, c'est uniquement pour vous montrer comment ça va fonctionner au niveau du branchement qui va suivre. Donc je parle de branchement puisque l'étape suivante, c'est de se connecter au cPanel et de brancher le nom de domaine sur le dossier du projet. Cette partie-là que je vais présenter. Donc ça, je le ferme. Je vais revenir sur mon espace technique. On va aller sélectionner des domaines configurés ou des sous-domaines. C'est pareil, ça vous de... Selon les hébergements, c'est différent, ça va changer. Si ça implique que la présentation ne sera pas la même. Et chez OVH, c'est encore différent. Donc nous, on veut créer un sous-domaine. Notre sous-domaine, on va l'appeler Wardy. Et ça sera un sous-domaine de Novixia, qui va donner wardy.novixia, etc. Donc, on l'a placé dans WebSafe. Wardy. W. C'est ça qu'on appelle le branchement. On a renseigné le sous-domaine qui est associé à ce domaine-là et on lui dit de pointer vers ce dossier-là, qu'il utilise bien ce dossier-là. Là, on va le créer. La création se fait ici. Et derrière, on va s'occuper immédiatement donc de la partie SSL. Donc là, il est créé, hein, il est présent. Sur la deuxième page, je pense. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'espace technique pour préparer le SSL. Le SSL, c'est quoi? C'est ce qui permet d'accéder à votre site en HTTPS. Ceux qui ne savent, qui ne connaissent pas le mot SSL. Après, ça va parler à beaucoup de personnes aujourd'hui, je pense. Et donc ça, c'est pareil, ça va dépendre de votre hébergement. On peut avoir plusieurs moyens de le gérer. Mais la majorité des cas, vous allez trouver Let's Encrypt SSL qui va être présent sur quasiment tous les serveurs. C'est une version gratuite du SSL. Après, quand vous êtes sur du serveur privé, soit faire vous-même du Let's Encrypt, mais il faut s'y connaître un peu en ligne de commande, ou passer par des autorités de certification qui sont un peu plus publiques et qui peuvent étendre votre certificat vers des niveaux bien supérieurs à celui proposé par défaut par Let's Encrypt. Ce qui peut être intéressant pour les projets gouvernementaux ou beaucoup plus sensibles. Donc par exemple pour les projets qui relèvent des domaines des avocats ou de la médecine, on va chercher des certificats beaucoup plus sécurisés que ceux d'origine. Donc là, je reviens sur le certificat. Je vois qu'on n'a aucun certificat pour le nouveau site, ce qui est normal. Donc on va générer un nouveau certificat. Chercher notre Wardy. Voilà, il est ici. Je vais générer mon certificat. Je peux laisser par défaut. Hop, et je génère. Donc chez OVH, c'est bien plus long que sur O2 Switch. Ici, là, c'est installé, c'est prêt, c'est déjà exploitable. Sur OVH, je crois que vous avez en moyenne 5 à 15 minutes d'attente. Ensuite, on va repartir sur la suite de la procédure. Donc là, on est sur le 28. Il y a configurer le SSL pour un accès HTTPS, donc on vient de faire. Se connecter au site via son nom de domaine. Donc là, bien évidemment, on n'a pas accédé à la version en ligne. À savoir que moi, dans mon localhost, j'ai déjà créé ma petite base de données que j'ai appelée Wardy. Wardy ici. Je vais supprimer ce qui existe puisqu'on va partir.
C'est parfait. Une fois le branchement terminé, on va aller sur l'adresse wardy.local. Et là, il va nous proposer la configuration du site. Lorsque l'on est sur cette page, on va renseigner le titre du site, un identifiant, donc chez nous c'est CIR, et un mot de passe. Donc je vais masquer le mot de passe me concernant et je vais saisir le mot de passe que je veux associer. À cela, je vais rajouter une adresse email qui changera peut-être par la suite. Nous verrons cela plus tard. Et je vais me demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Toutefois, une fois que l'on mettra le site en place, dans une autre vidéo, je montrerai comment empêcher les robots de passer. Et pour cela, il suffira de mettre un htaccess avec un htpassword. Il va systématiquement demander un mot de passe à chaque connexion. Donc là, je fais installer le WordPress. Et ça y est, nous avons créé le WordPress qui est connecté à la base de données, qui fonctionne comme il faut, comme c'est attendu. Maintenant, on va configurer les plugins de base. Alors, pour ce qui est des plugins de base, pour ce projet-ci, on a besoin de WooCommerce, de ACF et d'Elementor. Donc on va aller chercher ça. Et on va aussi regarder ce qui existe actuellement. Donc déjà, ce qui existe au départ, on peut le supprimer. Sauf si vous voulez utiliser Akismet. Dans ce cas, vous le laissez. Moi, par défaut, je supprime tout et j'installe au fur et à mesure ce dont on a besoin. Je ne vais pas aborder les plugins de sécurité ici. Vous aurez l'occasion de le voir de votre côté par la suite. Puisque sur cette partie-là, c'est à chacun sa sauce. Et bien évidemment, je ferai une autre vidéo sur la partie sécurité si besoin. On commence par installer WooCommerce, qui va nous permettre de vendre des produits en ligne. Dans le cas présent, ce ne sont pas des produits, mais des services. Donc ici, ce sera WooCommerce, simple. Et le choix de la passerelle dépendra du client. Ça, c'est un choix que vous allez faire pour vous. Est-ce que vous passez par Stripe? Est-ce que vous passez par PayPal? Ou les deux? Ou est-ce que vous utilisez complètement autre chose? Par exemple, on sait que la Suisse fonctionne avec uniquement PostFinance. Chacun a ses méthodes à lui. Une fois que nous avons WooCommerce, on va pas l'activer pour l'instant, je fais que de l'installation pour préparer. On va chercher Elementor. Ici. Alors ce qu'il faut savoir sur Elementor, c'est que si vous avez une version pro, pour accès à absolument tout et peut-être que par la suite vous aurez besoin d'avoir des widgets supplémentaires, mais moi ce que je vous recommande c'est quand même de bien vérifier leur popularité et faire attention à ne pas en ajouter trop. Sinon ça va alourdir votre site et le ralentir. Et c'est pas ce que vous allez rechercher. Autre chose à savoir, c'est que si vous prenez la version gratuite de Elementor, mais que vous voulez quand même personnaliser les entêtes et pieds de page, vous pouvez le faire avec le petit plugin qui est présent juste là. Nous, on va avoir la version payante, donc la version pro, donc on ne va pas utiliser celui-ci. Mais celui-ci fait très bien l'affaire. Si vous souhaitez juste avoir des entêtes et des pieds de page différents selon les pages et les contextes. Par exemple, sur une landing page, vous voulez peut-être pas avoir le même menu que sur l'ensemble du site. Ça peut être un cas à prendre en compte. Maintenant, on va prendre ACF.
le troisième. Donc là, il y en a deux, hein. Ne pas confondre, ça c'est une version étendue, qui n'est pas du tout CF d'origine. Celui qu'on veut, il est ici. Important de bien le souligner. Pour ceux qui ne savent pas, ACF, ça permet de créer des champs personnalisés pour des types de publications. Et donc d'exploiter ces données directement dans Elementor par la suite. Voilà, j'ai récupéré mes plugins. Maintenant, je vais tous les activer. Noterez qu'on est passé sur une version très très légère en termes de sélection de plugins. Et encore une fois, c'est d'éviter d'avoir trop de plugins, de bien choisir ses plugins. Si vous avez vu, avec simplement 3 plugins, on a déjà tout ça en menu qui s'est rajouté sur la gauche. Donc ça peut aller très très vite et surcharger votre site. Ça inclut également tous les plugins que vous allez désactiver au fil du temps. Si vous voyez qu'il est désactivé depuis 2 mois, 1 mois, 2 mois, honnêtement, c'est mieux de le supprimer et de venir le réinstaller peut-être plus tard si vous vous rendez compte que finalement vous en avez besoin. C'est valable pour tous les plugins d'import-export. Si vous l'utilisez au moment de l'import, enfin pour importer des données ou pour les exporter et qu'après vous le désactivez, autant le supprimer et puis le réinstaller plus tard. Pas besoin de le conserver, ça alourdit le process de WordPress. Au niveau des thèmes, si vous voulez les supprimer, alors nous dans notre cas, comme on a Elementor, on va aller chercher le thème Hello Elementor. C'est un thème très basique, par défaut. Il n'y a pas besoin d'utiliser d'autres thèmes, puisque de toute façon, Elementor, à proprement parler, c'est déjà un thème en soi. Donc on se dirige toujours vers les méthodes les plus légères. Hop. On prend notre Hello Elementor. On va retourner dans notre dossier Press Wordy. Dans Wordy ici présent, les 3 W, WP Content, les thèmes et Hello Elementor. Voilà. Je vais garder ce fichier ouvert et je vais vous montrer juste après. Donc notre thème est téléchargé. On va refermer ces deux onglets qui ne sont pas utiles. Et maintenant, on va aller dans le menu Apparence, Thème. Ici, on va choisir d'activer le Hello. Pour les développeurs qui souhaitent ajouter des règles de personnalisation, comme par exemple du CSS personnalisé sur Elementor par la suite, pensez à bien faire un thème enfant du Hello Elementor et de faire vos règles CSS personnalisées de ce côté-là, y compris pour le JavaScript. Maintenant qu'on a ce thème-là, les 3 autres thèmes, ils ne nous servent pas. Donc pour éviter de ralentir la machine, on va les supprimer. Parce qu'on n'en a pas besoin. Charger la page. Et voilà, donc là on n'a plus qu'un seul thème, c'est le Hello Elementor, qui bien sûr doit afficher une page vide, ou rien du tout, par défaut. Voilà, donc là, vous avez vu la base pour créer et installer une configuration WordPress minimale sécurisée. Et en petit bonus, on va rajouter un autre plugin qui est très très léger, qui va vous permettre de personnaliser le lien WP Admin qu'on a tous par défaut se connecter, y compris le WP Login. Et de cette manière-là, ça va vous permettre d'avoir une connexion un peu plus méconnue tous les attaquants WordPress.
Donc celui-là c'est WPS Hide Login. Voilà, donc il s'agit de ce plugin là. Je vais le récupérer. Il fait pas grand chose, hein. Il fait que masquer le lien, donc il est très très léger. Attendre qu'il termine l'activation du plugin. Voilà, je vais dans Réglages. Et donc ici, on peut choisir un lien personnalisé pour la connexion. Donc nous, par exemple, on va choisir Back Office. Admettons, c'est connu, mais beaucoup moins que WP-admin pour du WordPress en tout cas. Hop. Et donc maintenant que j'ai Back Office, donc on garde toujours le WP-admin ici quand on est connecté. Ça, c'est pour conserver le mécanisme natif de WordPress. Concernant ce que vous avez vu, donc le back-office, c'est quand vous allez vous reconnecter, ce sera plus WP-admin. Connect. Hop. Vous voyez ici le lien, maintenant c'est back-office. C'est ici que ça va agir. Si je mets WP-admin en non connecté, donc ça c'est n'importe quel pirate qui arrive sur un site va tester tout de suite cette adresse-là. Voilà, donc là on tombe sur une 404 directement. C'est valable pour le fameux WP Login. Ce plugin-là va gérer les deux. Voilà. Là, dans les deux cas, il va vous dire j'ai pas trouvé le lien. Et donc seul vous connaissez le lien back-office que vous avez communiqué à votre client, qui peut être back-office avec un numéro que seul vous connaissez, hein. Ça peut être l'année de création du site, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être back-office, vous pouvez mettre gestion ou panel, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer qui parle au client et qui puisse mémoriser facilement. Voilà, voilà. Donc nous allons arrêter cette vidéo ici, puisque là je viens de voir qu'on est quand même à 37 minutes, ça fait une sacrée vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vais montrer comment on gère Elementor.